17 coups de couteau. C'est ce que José a reçu après avoir tenté de sauver des collègues des mains d'un criminel impitoyable. Par miracle, il a survécu, devenant ainsi le témoin clé d'une affaire qui a terrorisé Nashville pendant des mois. Nous sommes au printemps 1997 et une série de massacres sanglants va transformer cette ville paisible du Tennessee en théâtre d'horreur. Un homme va semer la terreur dans les établissements de restauration rapide, exécutant froidement des employés sans défense. Ce criminel méthodique va réussir à échapper aux forces de l'ordre pendant des mois, laissant derrière lui une traînée de victimes et une communauté traumatisée. Tout commence le 16 février 1997. Le soleil vient à peine de se lever sur Nashville. Un individu d'environ 1m80, soigné dans son apparence, s'approche d'un restaurant fast-food local qui n'a pas encore ouvert ses portes pour la journée. À l'intérieur se trouve Steve Hampton, 25 ans, gérant de l'enseigne, et Sarah Jackson, 16 ans, employée. L'homme frappe à la porte, prétextant devoir déposer un CV, comme on le lui aurait indiqué la veille. Steve le laisse entrer dans l'établissement. C'est alors que l'inconnu sort un pistolet et prend les deux employés en otage. Sans hésitation, il les conduit vers la chambre froide, à l'arrière du local. Il les fait allonger côte à côte sur le ventre, dans un silence glaçant. Il tire 3 balles dans le dos de Steve, puis 2 sur Sarah. L'agresseur rafle environ 7400 $ des caisses des victimes, puis jette la cassette de vidéosurveillance. Alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, il remarque que Sarah est toujours en vie et tente de ramper. Impassible, il recharge son arme et lui tire 2 balles supplémentaires dans la tête, qui cette fois lui seront fatales. 2 heures plus tard, un employé arrive sur le parking, trouvant porte close. Il appelle un ami dont le père est policier. Avec l'aide d'une personne possédant un double des clés, il pénètre dans l'enseigne. Tout semble calme et en ordre. C'est en ouvrant la porte de la chambre froide qu'il découvre l'horreur. Les corps sans vie de Steve et Sarah. La police arrive rapidement sur place, malgré leurs efforts. Les enquêteurs ne trouvent aucune trace permettant d'identifier l'auteur de ces meurtres. Cependant, un détail crucial échappe à leur vigilance. Quelques heures avant le drame, un témoin avait remarqué un individu au comportement étrange sur le parking. Après avoir appris les meurtres, il fournira une description de la silhouette aux autorités. Quelques jours plus tard, à 17 km du fast-food, on retrouve le permis de conduire et une carte d'adhérent à un vidéoclub appartenant à Steve. Des empreintes partielles sont retrouvées. Elles sont trop incomplètes pour être exploitables. Mais qui est cet homme? Paul, né le 12 novembre 1957 à Richland Hills, son enfance a été marquée par la séparation de ses parents, qui l'a conduit à vivre chez ses grands-parents avec ses 2 sœurs. Dès son plus jeune âge, Paul manifeste des comportements troublants à l'école. Un psychologue lui diagnostique un dysfonctionnement cérébral minime. Son adolescence est ponctuée de fugues et de violences envers ses camarades et sa famille. En 1983, Paul est condamné à 20 ans de prison pour un braquage. C'est derrière les barreaux qu'il développe une paranoïa, persuadé que le gouvernement le surveille. Libéré sur parole dans les années 90, il enchaîne les petits boulots avant de s'installer à Nashville, espérant percer comme chanteur de country. Face à l'échec de ses ambitions artistiques, il finit par travailler dans un établissement de restauration rapide. Parallèlement, il rédige et distribue une lettre dans toute la ville, exposant ses théories conspirationnistes. La situation dégénère lorsqu'il est licencié pour avoir agressé une collègue en lui lançant une assiette sur la tête. Le 23 mars 1997, un peu plus d'1 mois après le premier meurtre, la police reçoit un appel en espagnol. Ne comprenant pas la langue, parviennent néanmoins à localiser l'origine de l'appel et envoient une patrouille sur place. Les policiers découvrent un McDonald's dont la porte est verrouillée. Après avoir forcé l'entrée, ils avancent dans le restaurant et sont saisis d'effroi. D'énormes flaques de sang recouvrent le sol, un téléphone et divers objets. 4 corps gisent devant eux. L'une des victimes, une femme, est encore en vie, mais est en état de mort cérébrale. Les urgences arrivent et réussissent à réanimer l'un des hommes. Les 2 autres employés masculins ne survivront pas. Le rescapé, José González, raconte alors l'horreur qu'ils ont vécue. Lui, Robert Allen Sewell, Ronald Santiago et Andrea Brown terminent leur service de nuit et s'apprêtent à quitter les lieux. C'est alors que Paul a surgi, pointant un pistolet sur Ronald, l'obligeant à rappeler ses collègues pour entrer dans l'enseigne. Une fois à l'intérieur, Paul a verrouillé la porte et exige qu'on lui remette de l'argent du coffre. Puis, comme lors du premier massacre, il a conduit les employés au fond du restaurant, leur ordonnant de s'allonger face contre terre avec la fausse promesse qu'ils pourraient partir ensuite. Des secondes semblaient interminables. Un premier coup de feu retentit. Ronald venait de mourir. Un second coup a tué Andrea. Robert, corps tendu, attendait l'inévitable. Le coup est parti, mettant fin à sa vie. Paul a ensuite tiré sur la tête de la femme restante pour s'assurer qu'elle était bien morte. Épuisé et sentant la vie le quitter, José a une idée qui allait changer le cours de l'enquête. Faire le mort. Allongé dans le sang, n'osant presque plus respirer, il a attendu que l'assaillant quitte les lieux. Une fois seul, il a rampé jusqu'au téléphone et, après plusieurs tentatives, a réussi à appeler les secours en espagnol. À son réveil à l'hôpital, José a pu fournir une description précise de l'agresseur. Un homme blanc avec une moustache visible, portant une casquette et une veste en jean. L'enquêteur Matt fit rapidement le lien entre cet événement et celui du premier fast-food. Un portrait robot est diffusé, mais aucun suspect n'est encore identifié. Un mois jour pour jour après le meurtre du McDonald's, Paul frappe à nouveau. C'est un Baskin Robbins, une célèbre chaîne de glaciers américains. On ne sait comment, il a réussi à entrer dans le commerce alors que les 2 employés s'apprêtaient à fermer. Il va alors rencontrer Michelle May, 16 ans, et Angela Holmes. Il les kidnappe et les emmène à Dunbar Cave State Park de Nashville. Là, il les bâillonne avant de trancher la gorge d'Angela. Michelle tente désespérément de s'enfuir, mais Paul la rattrape et l'exécute sans pitié. Les 2 femmes sont laissées agonisantes dans la nature. Ce n'est que le lendemain qu'un promeneur découvrira leur corps et alertera la police. Le dénouement de cette affaire macabre survient de manière inattendue. Paul, dans un acte d'audace inouïe, présente au domicile de son ancien patron pour exiger d'être rembauché. Face au refus de celui-ci, Paul le menace, l'homme parvient à s'enfermer chez lui, à faire partir Paul, puis contacte immédiatement la police. Les autorités mettent alors en place un piège. L'ancien employeur appelle Paul, prétextant vouloir discuter de sa situation. C'est ainsi que le meurtrier des fast-food est finalement arrêté. L'identification est formelle, José le reconnaît, tout comme les témoins qui l'avaient aperçu
aperçu sur le parking du Baskin-Robbins et celui du premier établissement. Paul est alors jugé coupable de 7 chefs d'accusation de meurtre et condamné 2 fois à mort. Malgré un appel, la sentence est confirmée, mettant fin à l'une des affaires criminelles les plus sanglantes de l'histoire de Nashville. Il mourra en 2013 des suites de problèmes de santé, sans avoir été exécuté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker et à laisser un commentaire pour faire un retour.